Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Les sénateurs reprennent l'examen du projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui répartit les compétences entre les différentes collectivités. Alors ce matin, ils s'attaquent au département. Les sénateurs et le gouvernement sont d'accord pour faire du département le garant des solidarités sociales et territoriales, mais ils sont beaucoup moins d'accord quand on rentre dans le détail de ces compétences. Ce matin, on s'attaque plus particulièrement à la suppression de la clause de compétences générales du département. Concrètement, cela veut dire qu'ils ne pourront plus s'attaquer à tous les sujets, mais seulement à ceux fixés dans le cadre de la loi. La clause de compétences générales, c'est un peu le serpent de mer de la politique ces dernières années. Elle a été supprimée sous Nicolas Sarkozy en 2010, restaurée l'an dernier, en 2014, par François Hollande, et elle devrait à nouveau être supprimée. Le débat s'annonce donc un peu houleux et surtout très long, puisqu'il reste 260 amendements à examiner. Tout de suite, direction l'hémicycle pour la séance. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 360, tendant à modifier l'intitulé du titre 3. Il reste 260 amendements à examiner. Peut-être pouvons-nous terminer dans la nuit, ça je ne le sais pas, ça dépend de vous. Sinon, évidemment, il faudra revenir ou venir demain ou lundi. Voilà. Bien sûr, 260, c'est très très dur. Ça restera dans les annales, m'a-t-on dit, si on faisait cela. Je ne demande pas de bâcler la discussion, bien sûr, mais ça peut être apporté, mais bien sûr, tout dépend de vous. Monsieur Dantec, un rappel au règlement ? Ah, d'accord. Alors, voilà, je disais ce que je disais. Nous nous sommes bien compris. Nous revenons donc au cours normal de la discussion des articles. Et je vais appeler en discussion l'amendement numéro 360 portant sur l'intitulé du titre 3. Et vous souhaitez une parole ? Oui, à titre exceptionnel. Monsieur le Président, je ne vais pas alourdir les débats. Le groupe écologiste ne s'est finalement pas exprimé sur la question du Grand Paris hier soir. On a anticipé de quelques minutes un agenda qui finalement ne s'est pas confirmé. Et je m'en excuse, mais le groupe écologiste se serait abstenu sur la question du Grand Paris. À la fois, nous avions noté le fait qu'il y avait volonté de maintenir l'idée d'une métropole intégrée à terme. Donc, c'est le compromis qui avait été trouvé. Ça nous semble une bonne chose. Je pense que la métropole est effectivement le bon espace pour gérer un certain nombre de grandes questions de développement urbain. Et c'est le lieu pertinent pour assurer une meilleure répartition des richesses de la métropole. Donc, c'est d'abord un enjeu de solidarité territoriale. Donc, nous soutenons cette idée d'une métropole intégrée. Néanmoins, nous sommes évidemment inquiets et ça faisait partie aussi du compromis par finalement le décalage des temps sur la convergence fiscale et donc le décalage sur le fait d'aller plus rapidement sur une meilleure répartition des richesses entre l'ensemble des territoires de la métropole. Je crois que nous l'avions dit en ouverture du débat général de la loi NOTRe, cette loi, elle s'inscrit comme une loi d'urgence pour une meilleure réponse aux fractures territoriales très fortes dans ce pays. Donc il faut aller vite sur une meilleure répartition des richesses. Il faut effectivement des territoires mieux intégrés, c'est la logique de cette métropole du Grand Paris. Mais 17 ans pour réussir cette meilleure répartition des richesses, c'est très très long au vu des urgences de ce pays. Donc oui à une métropole intégrée, mais nous regrettons les retards pris qui font partie de ce compromis. C'était le sens d'une abstention du groupe écologiste. Merci, Monsieur Dantec. C'est noté. Alors, au titre 3, un amendement numéro 360 qui est présenté. Monsieur Doligé. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur, vous avez remarqué que cette loi porte comme titre « Nouvelle organisation territoriale de la République », que le titre 1 traite des régions, que le titre 2
traite des intercommunalités, donc dans les titres sont bien marqués les régions et les intercommunalités. Donc il était peut-être assez logique qu'on évoque quand même les départements dans un des titres et que le titre 3 était plus particulièrement réservé aux départements, comme l'avait été le titre 1 pour les régions et le 2 aux intercommunalités. Et d'ailleurs, dans les titres 1 et 2, on traite bien sûr spécifiquement des régions, des intercommunalités, mais on traite également en direct, voire en creux, des départements et des intercommunalités dans chacun des titres. Donc il était, je pense, tout à fait normal qu'on reconnaisse dans ce projet de loi qui traite de l'organisation territoriale, qu'on reconnaisse également au niveau d'un titre l'existence et la réalité des départements. C'est la raison pour laquelle je propose que le titre 3 soit amélioré et au lieu de l'appeler solidarité et égalité des territoires, que l'on puisse l'appeler les départements garants de l'aménagement et des solidarités du territoire, ce qui permettrait de reconnaître dans cette loi importante l'existence des départements, à moins que l'on ait déjà prévu de les supprimer dans le texte de loi avant même de les supprimer dans la réalité dans quelques années. Donc ceci me paraît quand même symboliquement extrêmement important d'avoir une reconnaissance des départements dans un titre. Merci Monsieur Doligé. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, il aurait fallu tout refaire les titres parce que le titre 3 ne vise pas que les départements. Et les départements en parlent par ailleurs, aussi par ailleurs. Puisqu'on en a beaucoup parlé, je vous rappelle mon cher collègue, sur les routes, les collèges, puisqu'on a supprimé des articles, donc, ou aménagé certains articles, mais c'est pas seulement, puisqu'il y a d'autres chapitres. Il y a bien sûr le chapitre 1 qui concerne les départements, mais le chapitre 2 ne concerne pas que les départements, le chapitre 3 non plus. Donc c'est gênant, et le chapitre 4 non plus. Donc la Commission est défavorable pour cette raison uniquement. Ça ne vise pas que les départements. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, pour les mêmes raisons, Monsieur le Président, que Monsieur le rapporteur, nous sommes défavorables à cet amendement et j'ajoute que le titre que propose Monsieur Doligé est beaucoup trop restrictif concernant les départements. Les départements ont un rôle social très important, c'est d'ailleurs le cœur de leurs compétences. Les solidarités, certes, territoriales bien sûr, mais les solidarités sociales d'abord, monsieur le sénateur Doligé. Donc pour cette raison aussi, nous pensons que le titre proposé dans le texte du gouvernement est préférable. Merci Monsieur le ministre. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Dantec. Oui, sans alourdir des débats qu'on a déjà eus. Néanmoins, je trouve que ce titre est dangereux. Je vais un peu plus loin que Monsieur le rapporteur. C'est pas le département qui sera garant demain de l'aménagement du territoire et de la solidarité territoriale. C'est d'abord la région. Et avec ce type de titre, on va donner l'impression, d'abord, on ne donne plus cette responsabilité à la région, ce qui est quand même un vrai problème, alors qu'on essaye justement d'avoir des régions qui sont en capacité d'avoir les moyens de la solidarité territoriale, même si beaucoup de questions, notamment fiscales, sont encore sur la table. On y reviendra dans d'autres discussions. La question n'est plus aujourd'hui la disparition du département. Je crois qu'il y a consensus là-dessus, y compris parce que aujourd'hui, ni les régions ni les intercos ne veulent assumer l'action sociale. Ça a été très clair depuis ces derniers mois à travers les débats que nous avons eus autour des réformes territoriales. Néanmoins, si nous disons que c'est le département qui est garant de la solidarité territoriale, ça veut dire que cette solidarité se fera dans un espace petit, c'est-à-dire que les départements pauvres assureront une solidarité avec des moyens faibles. Et donc, répartir entre pauvres, ça ne crée pas de la richesse. Et donc, c'est bien la région qui doit être capable, il faudra vérifier dans les faits demain, à travers les schémas de planification que nous avons votés, que la région assume véritablement ce rôle. On sait bien que c'est un point absolument clé du débat que nous avons aujourd'hui. Mais si les régions n'assument pas ce rôle, alors nous aurons raté cette réforme. Et en tout cas, ce n'est pas en réfléchissant le département sur ce point que nous avancerons. Merci Monsieur Dantec. Monsieur le Président Mézard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je comprends parfaitement l'objectif de l'auteur de l'amendement, qui correspond à une inquiétude qui n'est pas levée, parce que rien ne concourt à ce qu'elle soit levée en dépit de certaines déclarations. Qu'est-ce qui va se passer?
nous le savons. Et je souhaiterais, et je n'y suis pas encore arrivé, à vous faire dire, Monsieur le ministre, ce que vous ferez, le gouvernement, in fine. Ce serait d'ailleurs la loyauté du débat. Ce serait la loyauté du débat que de nous dire clairement, après les élections départementales, la position définitive du gouvernement, que vous connaissez, que je subodore, parce que nous ne sommes pas quand même complètement demeurés, hein, c'est ceci. Alors, je vais vous la dire, puis vous me direz si je me trompe. Hein. In fine, il restera au département, par rapport au transfert de compétences que vous avez envisagé, les collèges. Point. Ensuite, sur la voirie départementale, vous continuerez à les transférer aux conseils régionaux en laissant une espèce de faculté de subdélégation qui sera dans le flou total et sous le contrôle direct de la région, puisque ce que vous voulez, c'est que les conseils régionaux puissent disposer de ressources fiscales nouvelles directes. Donc il faudra transférer de la CVAE aux conseils régionaux et la voirie départementale, ce sera la justice, même s'il n'y a pas de recette directe là-dessus, ça sera l'explication. Et puis sur les seuils, vous resterez après les élections à 20 000 habitants, avec possibilité de dérogation, d'adaptation dans les zones de montagne. Et tout ça, tout le travail que nous faisons ici, ben oui, vous aurez laissé libre cours au débat, vous direz, nous sommes de grands démocrates, mais voilà ce que vous allez faire. Et puis si ce n'est pas le cas, eh ben, dites-le nous. Merci, Monsieur le Président Mézard. Monsieur Kattenbach. Oui, je regrette que le procès continue sur le thème le gouvernement veut supprimer les départements et malgré toutes les garanties qui sont données, c'est une ritournelle qui revient à chaque chapitre, quasiment à chaque article. C'est vrai qu'ici, les sénateurs sont très attachés au département, ça a été dit, sur de nombreux bancs, à droite, à gauche, et le Sénat, et c'est à mettre à son crédit, a été entendu par le gouvernement, puisque sur le sujet, le gouvernement a changé de position. Il y a quelques mois, il envisageait la suppression à terme des départements en 2021. Le texte a été largement modifié. Les engagements ont été pris par le Premier ministre, ici même à la tribune. C'était quand même extrêmement clair. Les départements sont maintenus. Après, on peut toujours faire des procès d'intention, chercher la petite bête, trouver la moindre phrase qui interpréter, légitimerait une volonté sournoise du gouvernement de vouloir très très vite détricoter un texte qu'il défend et qu'il soumet au vote du Parlement. Voilà, je crois qu'il faut peut-être arrêter ces faux débats. Les départements sont maintenus, leurs compétences sont recentrées sur les solidarités territoriales et humaines. Sur les collèges, il y a eu une avancée, et le groupe socialiste l'avait demandé, et nous en félicitons, puisque les collèges vont rester au département, et d'ailleurs peuvent contribuer, et ça a été bien expliqué, à une forme de solidarité territoriale. Sur les routes, le débat n'est pas terminé. Mais vous êtes toujours pessimiste. Moi, je suis optimiste. Voilà, moi, je suis optimiste. Non, moi, je suis optimiste. Vous êtes réaliste, mais il y a quelques semaines, vous expliquiez que la messe était dite, le département allait disparaître, le département est maintenu. Vous nous disiez que les collèges allaient partir à la région, les collèges restent au département. Sur les routes, le débat n'est pas terminé. Moi, je suis convaincu qu'il faut organiser une répartition entre les routes structurantes à la région et tout le réseau des petites routes au département. Bon, ça fait des routes d'intérêt régional, des routes d'intérêt départemental. Ça me semble un compromis acceptable. Et sur le seuil, le groupe socialiste, ici même, a fait des propositions qui commençaient à être entendues par le gouvernement pour un seuil à 15 000 avec des dérogations. Et surtout, on n'a pas insisté assez là-dessus, la possibilité pour la CDCI de faire des propositions pour faire des dérogations à ce seuil de 15 000. Ah, bon, malheureusement, si tout le monde reste bloqué sur des positions à 5 000, ça ne permet pas les évolutions du gouvernement. Mais je crois que sur ce dossier aussi, là, on a une possibilité, dans les nouvelles lectures, de faire évoluer le texte. Bon, moi, je ne soutiens pas, bien sûr, l'amendement de M. Doligé, mais dans un souci de chercher un compromis et un consensus,
et en écoutant ce qu'a dit à juste raison le rapporteur, puisque le titre concerne quand même bien d'autres sujets que le département, c'est peut-être pas le titre qu'il faudrait changer pour le titre du titre, excusez-moi, mais le titre du chapitre. C'est vrai que le chapitre qui concerne le département et qui s'intitule « Suppression de la clause de compétence générale département et définition d'incapacité » pourrait peut-être, pour répondre au souci de M. Doligé, s'intituler « Le département garant des solidarités territoriales et humaines ». Voilà, peut-être déplacer, ne pas changer le titre, mais changer le nom du chapitre premier. Voilà. C'est une suggestion que je soumets à M. Doligé, et si le rapporteur veut s'en saisir, il le fera. Et puis, sinon, dans tous les cas, comme le dit justement M. Dallier, nous continuerons à avancer pour peut-être terminer l'examen du texte ce soir. Ça, je crois que c'est impossible, M. Kattenbach. 20 minutes et on n'a pas fini le premier amendement. Monsieur Lamini. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je ne parlerai pas de ritournelle, mais hier soir, on a passé aussi des longs débats sur le Grand Paris, sur les métropoles. Donc, les collègues qui représentent des petits départements, hier, on a respecté aussi ce qui a été débattu. Donc, à l'inverse, je crois qu'il convient aussi de respecter aussi les élus des petits départements. Parce que, comme l'a fort justement dit le président Éric Doligé, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Et on ne peut pas parler de ritournelle. Je suis désolé, c'est pas bien. Je crois qu'il faut respecter les uns les autres, se respecter les uns les autres, respecter les territoires des uns et des autres, respecter les compétences des uns et des autres. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi toujours l'urbain contre le rural. Et je crois qu'il y a suffisamment d'inquiétudes. Les départements ont voté souvent nos budgets au mois de décembre. Là, les budgets sont votés au mois de mars, début mars, par l'actuelle encore Assemblée qui sera complètement remodifiée, je dirais, avec les binômes. Donc, je crois que s'ils ne sont pas votés, c'est parce qu'il y a trop d'incertitudes, incertitudes financières en particulier, incertitudes aussi humaines, parce que l'ensemble des personnels, je crois qu'il faut aussi respecter l'ensemble des personnels de nos départements, de nos collectivités territoriales, je dirais, sont complètement dans le brouillard, dans le flou, parce qu'ils ne savent pas du tout leur devenir. Je crois qu'à un moment donné, ces inquiétudes-là, il faut vraiment les mettre en évidence, les soutenir, et puis aussi rester vigilants et surtout aussi rester humbles et modestes. Parce que les départements, je dirais, ils ont réellement leur légitimité en termes de personnel et surtout valeurs humaines. Donc voilà, c'était le message que je tenais aussi à passer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lamini. Monsieur Kern. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je voudrais dire que je soutiens tout à fait l'amendement de Monsieur Doligé, parce qu'il est vrai, nous sommes dans une phase d'inquiétude. Mais Monsieur le rapporteur, nous sommes dans une phase d'inquiétude. La déclaration du Président de la République lors des vœux au corps constitué met quand même une inquiétude en ce qui concerne l'existence des départements. Donc, arrêtons peut-être, sortez-nous du flou dans lequel nous sommes, dites-nous clairement ce que vous voulez faire des départements et nous arrêterons. Voilà. Et Monsieur Kern, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est une occasion supplémentaire de parler de l'avenir des départements, ce qu'on fait ce matin. Bon, c'est ça. Mais quand même, on a travaillé depuis 10 jours, veuillez m'excuser, on a évoqué 10 fois la même chose, sous des formes différentes. Alors si vous êtes là demain après-midi, monsieur, si vous êtes là demain après-midi, vous pouvez continuer. Mais moi, je souhaiterais vraiment qu'on termine cette nuit, parce qu'on a épuisé les sujets. Par contre, la Commission a bien dit que nous ne voulions pas le transfert des routes, nous ne voulions pas le transfert des collèges, et c'est le Sénat qui l'a dit, et dans sa grande majorité. Donc, on a fait la chose. Je connais bien le président Doligé. Toute occasion est bonne pour réaffirmer l'importance et le souhait qu'on a de maintien du département. Mais pas le département tronqué, pas le département contré. Et vous verrez que la commission des lois, si vous lisez le texte et les amendements qu'on a acceptés, c'est de renforcer la solidarité territoriale. Ce qui veut dire que les départements, dans un certain nombre de domaines, et notamment
vis-à-vis du secteur rural pourra continuer à assurer ce qui fait très bien, depuis les lois de décentralisation, la solidarité territoriale. C'est tout. Donc je vous en supplie, mais nous, on essaie aussi de faire que le texte soit cohérent pour le lecteur, puisque les titres, ça n'a aucune importance. Ce qu'il y a, c'est les articles et c'est le fond. Donc je demanderai à mon ami Éric Doligé, après ce débat intéressant, et je pense que les propos du président Mézard sont tout à fait importants, parce que, en fait, on ne sait toujours pas quelle est la volonté ultime du gouvernement. Ben non, je suis désolé. Ah non, attendez, on nous a dit oui les collèges, et puis le département, pour l'instant, on le laisse, mais on ne sait pas combien de temps. C'est exactement le même discours. Bah oui, c'est comme ça. Bon, on doit quand même, ça, on doit l'affirmer, on doit le dire. Et on l'a dit quand même, je crois, largement depuis le début de ces débats. Merci de votre concision désormais. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Je vais essayer d'être concis, mais je le suis toujours, vous avez remarqué. Mais là, vraiment, puisqu'on est au début de la journée et que ce débat s'engage très vite sur l'avenir des départements, le fait qu'on l'ait tout de suite, c'est finalement plutôt positif. Ça permettra peut-être d'éviter de l'avoir tout au long de la journée. Alors, les choses sont très claires, très simples, très franches. Le gouvernement s'est exprimé par la voix du Premier ministre, ici même à cette tribune. Je reprends ce qu'il vous a dit. Entre de grandes régions stratèges et le couple commune-intercommunalité, il faut des échelons intermédiaires pour assurer les solidarités sociales et territoriales. J'ai conscience, a dit Manuel Valls, et je n'ai cessé de le dire, encore vendredi à la délégation des présidents de conseils généraux, le rôle des conseils départementaux en matière de protection des populations les plus fragiles et de soutien aux communes est indispensable. Manuel Valls ajoute, j'ai écouté les parlementaires depuis le mois d'avril. Il a rencontré beaucoup de parlementaires. J'ai écouté les associations d'élus, dit-il. Il est allé dans toutes les assemblées générales, congrès nationaux, élus de la montagne, maires de France, petites villes, communautés urbaines et districts, etc. J'ai écouté les partis politiques. Et il a ajouté, et vous connaissez le dialogue que j'ai eu avec Jean-Michel Baillet et les radicaux de gauche, cher Jacques Mézard. Il s'est adressé à vous personnellement, monsieur le président Mézard. Il a ajouté les assemblées départementales qui seront désignées en mars prochain exerceront pleinement leurs compétences de solidarité, si importantes pour nos concitoyens. Et pendant 6 ans au moins, de 2015 à 2021, puisque nous allons être élus pour certains, ou réélus, en tout cas certains seront élus, pour 6 ans. Lors de cette phase de transition 2015-2021, je veux être très clair, a ajouté Manuel Valls, la collectivité départementale pourra même être confortée sur ses compétences de solidarité territoriale et humaine. Par exemple, en matière d'ingénierie territoriale et d'accès aux services au public. Après 2020-2021, puisque c'est finalement l'échéance qui a été retenue, le paysage territorial aura évolué. Les régions se seront appropriées leurs nouvelles compétences, les intercommunautés structureront plus encore qu'aujourd'hui les territoires, alors le cadre départemental pourra évoluer. Là où il y a des métropoles, c'est évident, des rapprochements en cours entre conseils départementaux pourront évoluer aussi, ou une meilleure coordination des intercommunalités. C'est un mouvement de réforme que le gouvernement entend construire avec les territoires pour permettre à chacun de trouver la forme d'organisation qui lui convient le mieux. Cela prendra du temps. Nous avons donc 5 ans, en fait 6 ans, pour préparer sereinement les évolutions, pour donner aux élus de nouvelles opportunités d'adapter les organisations à la diversité des situations. Faisons confiance aux initiatives locales. J'ai aussi sous les yeux, parce que j'avais quand même préparé un peu notre débat de ce matin, la lettre du Premier ministre, Manuel Valls, au Parti radical de gauche, au président Baillet du Parti radical de gauche. Je lis un extrait de cette lettre qui a été rendue publique. Leurs compétences, celles des départements, resteront significatives, notamment leurs compétences de proximité, et en particulier la politique d'assistance technique, ça c'est du concret, monsieur le président Mézard, d'assistance technique et d'aide aux communes. Cette politique restera départementale. Le gouvernement ne reviendra pas sur la clarification attendue que représente le transfert des compétences de développement économique aux régions. Mais je connais l'efficacité des services des départements dans l'exercice des solidarités sociales et territoriales. Nous ne pourrions nous en priver. J'en viens au seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités. Philippe Cattelbank vous a répondu. La discussion a lieu, y compris au sein du groupe socialiste du Sénat,
comme de l'Assemblée. Vous voulez, Monsieur le Président Mézard, que je vous dise, moi, modeste secrétaire d'État, ce qui sortira à la fin d'un processus législatif après 2 lectures dans chaque chambre, mais c'est le Parlement qui, in fine, va décider de ce qu'on fait du seuil des 20 000 habitants. Certains proposent 15 000, d'autres souhaitent en rester à 5 000. Franchement, Monsieur Mézard, de quel droit, au nom de quoi pourrais-je vous dire ce qui sortira du processus parlementaire? Ma position, à moi, c'est celle du gouvernement. Nous pensons que 20 000, c'est bien. Nous nous appuyons pour ça sur des études, notamment celle du commissariat. Mais nous avons le droit d'avoir notre avis. Nous pensons que 20 000, c'est bien. Ça correspond, la plupart du temps, à des bassins de vie. Pas toujours. Moi, je connais des parlementaires de l'UMP à l'Assemblée nationale qui vont proposer un seuil à 50 000 habitants. Et puis nous proposons des adaptations. Je suis élu d'un département de montagne. Dans mon propre département, les élus sont rassurés parce qu'ils sont conscients que le gouvernement et le Parlement sauront permettre dans la loi des adaptations possibles en fonction notamment de la densité de population. Comment être plus rassurant qu'en évoquant ce seuil, cette possibilité d'adapter le seuil en fonction de la densité de population? Enfin, 2 mots, les routes et les transports. Sur les routes, c'est vrai, il y a une divergence. Nous pensons que les routes, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire. C'est un bloc cohérent de compétences qu'on pourrait appeler mobilité. Les transports ferroviaires et les transports routiers, les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières, et ceux qui roulent dessus. Alors c'est vrai, vous avez raison, certains l'ont dit encore ce matin, il y a 2 catégories de routes. Il y a 2 réseaux en fait, 2 réseaux routiers dans les départements. L'un structurant, issu de l'ancien réseau national, gabarit d'axe de grand transit, vitesse de 90 km/h, pour les poids lourds, enfin les liaisons entre villes moyennes de chaque région, et ça nous paraît appartenir à ce qui fait la compétitivité et l'attractivité d'une région. Il faut confier ça aux régions. Et puis il y a un réseau secondaire, j'allais dire, capillaire, très dense, avec des routes au gabarit plus étroit, où la viabilité est assurée en seconde priorité, notamment le déneigement, qui relie les campagnes peu denses au centre-bourg. La gestion de proximité est évidemment très nécessaire. Et là, effectivement, les régions pourraient en déléguer la compétence aux départements. Laissons les élus s'organiser. Il y a une grande avancée dans ces lois de réforme territoriale, c'est celle de la conférence territoriale de l'action publique, qui a été créée dans la loi MAPTAM. Et vous verrez au fil des mois et des années que les choses se passeront bien, que dans chaque région, les élus régionaux et les élus départementaux sauront trouver la meilleure solution pour gérer le réseau routier selon la catégorie à laquelle appartient telle ou telle route. Et puis, il y a une dernière petite divergence, enfin petite, une vraie divergence qu'il faut assumer, c'est sur les transports. Vous avez accepté au Sénat de transférer la compétence transport interurbain à la région. Nous pensons que c'est une bonne chose. La question se pose sur les transports scolaires. Et là encore, le groupe socialiste, ici au Sénat comme à l'Assemblée, est traversé par des courants divers. Donc, faisons confiance au processus parlementaire. On verra au printemps ce qui sort de ces discussions passionnantes qui nous occupent. Mais voilà, j'ai été clair, loyal, franc. Les départements vont rester pleinement compétents en matière de solidarité sociale et territoriale. Et c'est le plus important, notamment pour les territoires ruraux que nous sommes nombreux à représenter ici, que vous êtes nombreux à représenter ici, mais dont je suis moi-même élu, vous le savez. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Doligé. Désolé d'avoir lancé ce débat, ce n'était pas l'objectif, bien évidemment. Moi, je pensais qu'en 1 minute, mon amendement serait passé, accepté ou rejeté. Simplement, d'abord, je reconnais le travail important qui a été fait par la Commission des lois et qui a replacé le département un peu mieux dans l'avenir des territoires qu'à l'entrée de l'étude de ce texte ou tel qu'il avait été présenté par le gouvernement. Donc il y a eu une évolution importante. Effectivement, on ne peut pas se satisfaire du flou et on a besoin d'avancer dans les précisions et dans ce que souhaite le gouvernement. Simplement, je me permettais et je voulais marquer dans cet amendement que dans la nouvelle organisation territoriale, il y avait les régions, les communautés et les départements. Enfin, les communautés, les communes et les départements. Alors effectivement, les départements apparaissent dans ce texte, ils apparaissent dans le titre 1, ils apparaissent dans le titre 2, ils apparaissent dans le titre 3, non pas dans le libellé du titre, mais à l'intérieur des articles. Dans le titre 1, on parle aussi des départements. Bon. Donc là, on pouvait effectivement faire un titre qui aurait porté. Mais à la limite, puisque l'on met en titre 1 des régions renforcées, en titre 2 des intercommunalités renforcées,
vous auriez pu mettre au départ les départements diminués, hein, puisque effectivement, quand on renforce les autres, on diminue les autres. Mais heureusement, grâce au travail de la commission qui a été fait, on commence à reprendre des couleurs. Bon, alors je vais retirer mon amendement parce que ce n'est pas la peine de continuer pendant des heures sur le sujet. On aura l'occasion de parler d'autres choses. J'espère qu'on ira plus vite sur les autres articles. Comme j'ai pas mal d'amendements, j'espère qu'on ne passera pas une demi-heure à chacun de mes amendements. Merci. Merci, Monsieur le Président Doligé. À l'article 24, deux amendements identiques de suppression. Le 201 n'est pas défendu. Le 899, Monsieur Favier. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc replongés dans nos débats du début d'examen de ce texte. En effet, cet article 24 supprime donc cette fois la compétence générale pour les départements. Nous avons déjà développé de nombreux arguments en faveur du maintien de cette compétence générale à tous les niveaux, particulièrement pour les régions, lors de l'examen de l'article 1er. En ce qui concerne le département, permettez-moi, comme président du département du Val-de-Marne, d'éclairer peut-être ce débat à partir de mon expérience personnelle. Il y a pour moi une relation étroite entre l'élection au suffrage universel direct, la dévolution de vrais pouvoirs aux collectivités et cette compétence générale, au risque de voir les citoyens se détourner davantage des urnes si les élus locaux deviennent uniquement des agents d'un pouvoir administratif impersonnel, étanche à leurs préoccupations, si elles ne rentrent pas dans les cases des compétences spécifiques qui sont les leurs. En cette période que nous vivons, je crois que ce signal serait évidemment désastreux. D'autre part, nous avons déjà abordé cette question. Je veux parler des actions et des services que nous avons créés avec le temps et dont on sait effectivement qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des compétences obligatoires qui sont attribuées au département. Par exemple, qui va gérer pour nous les crèches départementales? C'est une particularité dans nos départements, 80 millions d'euros par an d'investissement, de fonctionnement. Qui va, par exemple, financer à notre place la rénovation des logements sociaux, où on accompagne évidemment les bailleurs sociaux à un haut niveau. Qui va payer notre participation, par exemple, notre participation à l'aide au transport pour les jeunes, 50%, effectivement, nous prenons en charge 50% du pass Navigo pour les collégiens, les lycéens et les étudiants. Je ne suis pas persuadé demain que la région sera capable forcément de généraliser cette aide à l'échelle régionale, qui va prendre en charge, par exemple, l'animation des réseaux que nous avons mis en place, notamment en soutien à la vie associative. Et la liste serait ainsi longue, je crois, de nos interrogations. Les engagements du Val-de-Marne, à côté de ces compétences obligatoires, donc au titre de cette compétence générale, ça représente environ à peu près 10% de notre budget, peut-être un peu plus. Mais au-delà de cette somme, c'est surtout des liens qui font que de la décentralisation autre chose qu'une simple déconcentration de l'État. Il y a en fait la vie de nos concitoyens, l'écoute de leurs attentes et parfois de leur détresse, mais aussi le soutien à leurs engagements ou à leur avenir. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que cette compétence générale est extrêmement importante pour lutter justement contre ces creusements des inégalités à la fois sociales et territoriales. Au fond, je dirais, toute la force même de la décentralisation est là dans cette compétence générale. Grâce à elle, les compétences obligatoires sont vivifiées par des actions transversales qui souvent effectivement les débordent et finalement aussi les servent en les rendant plus efficaces. Je rappelle d'ailleurs qu'ici, dans cette Assemblée, il n'y avait pas que le groupe communiste pour défendre cette clause de la compétence générale dans des débats précédents et il y avait au contraire, y compris une majorité d'élus. Je regrette effectivement que certains, depuis quelques mois, aient maintenant changé d'avis, mais pour notre part, nous restons effectivement convaincus de l'utilité du maintien de la clause de compétence générale pour les départements. Merci Monsieur Favier. Monsieur le rapporteur. Oui, la Commission a toujours souhaité une clarification des compétences. On a supprimé la clause de compétence des régions. Ça ne serait pas cohérent de garder la clause de compétence générale des départements, franchement. Mais on a souhaité renforcer et préciser la compétence des solidarités territoriales, qui est d'une certaine manière une possibilité pour les conseils généraux de continuer à exercer un certain nombre de compétences. Ce que vous disiez, mon cher collègue, pour les crèches, c'est exactement ça.
Oui, non mais c'est normalement, ce n'est pas une compétence du département, l'action sociale, mais dans les cadres des solidarités territoriales, il n'y a aucun problème, parce que c'est un choix qui a été fait dans votre département. Hein, vous avez pris en compte les crèches, d'autres départements aident aux crèches, mais qui les laissent au niveau municipal ou intercommunal. Vous avez les deux d'ailleurs, je pense, il y a les deux dans votre département. Ça nous permet, vous pourrez tout à fait continuer à exercer ces missions. Mais je rappelle, enfin, souvent la clause de compétence générale, c'est un mythe. C'est un mythe. Parce que les conseils généraux exercent leurs compétences sur la base légale prévoyant une intervention du conseil général. C'est pour ça que moi, les débats, on a eu 2010, ça a duré 10 heures. Moi, je me souviens. Et la seule chose, c'est que nous, on était, en plus, comment voulez-vous? Moi, j'étais pour la suppression de la clause de compétence générale, pour éviter quoi? Qu'à tous les échelons, on s'occupe de tout. Et notamment dans le domaine économique. Parce que c'était ça. Il y a des domaines, et par contre, il y a des moments où, d'ailleurs on le verra, les compétences sont partagées. On a très bien vu que dans le tourisme, certains voulaient très régionaliser. Ben non, ça ne marche pas. Le sport, allez dire, alors maintenant il y a les Crêpes qui sont en région, bravo pour eux. Pas pour les Crêpes ou pour elles, je ne sais pas. Bon. Mais c'est un souhait. Hein? Pour les deux, peut-être. Enfin, moi, je pense que c'est mieux pour l'État. Hein, mais, enfin, parce qu'il s'est débarrassé. On verra après comment on finance tout ça. Donc voilà. Donc on ne peut être que défavorable à l'amendement de M. Favier. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, pour les mêmes raisons que Monsieur le rapporteur, nous sommes défavorables à cet amendement. Je crois que les élus attendent une clarification des compétences, et notamment les élus des plus petites communes qui voudraient y voir plus clair. L'enchevêtrement des compétences auxquelles on a assisté depuis une vingtaine d'années n'est plus supportable, n'est plus lisible par les citoyens et par les élus locaux, je le répète. Donc l'essentiel, et je m'adresse toujours aux représentants que vous êtes des territoires ruraux, l'essentiel est que les départements puissent conserver leurs compétences de solidarité territoriale. Dans la mesure où le bloc communal va garder la clause de compétence générale, et dans la mesure où les départements pourront continuer à aider les communes et les intercommunalités dans leurs actions diverses, eh bien l'essentiel est sauf. Les élus ruraux n'ont pas à s'inquiéter, mais il faut clarifier les compétences entre régions et départements. C'est ce que fait le texte. Donc défavorable à l'amendement. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix qui est pour cet amendement 899 qui a été présenté par Monsieur Favier. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 34 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Un 779 qui est présenté par le gouvernement, Monsieur le ministre. Très brièvement, Monsieur le Président, il s'agit de rétablir l'article 24 tel que rédigé initialement dans le projet du gouvernement sur les compétences du département, enrichi d'une extension du champ de l'ingénierie territoriale. Donc ça va dans le sens de ce que je dis depuis le début de notre séance. On renforce le département dans son rôle de garant de la solidarité entre les territoires. Merci, Monsieur le ministre. Deux amendements identiques, pas défendus, mais repris par la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est les deux amendements. Ils tendent à prévoir la participation des départements au projet de l'ensemble des groupements et pas seulement aux EPCI à fiscalité propre. La Commission avait donné un avis favorable à ces deux amendements. Bien. Il devient le 1250, donc. Merci, Monsieur le rapporteur. Un 97 qui n'est pas soutenu. Un 1066, Monsieur le rapporteur. Amendement de précision. Merci. Un 1067. On précise le champ d'application des missions des départements en matière de solidarité territoriale. Merci. Un 98, il n'est pas défendu. Un 900, Monsieur Favier. Oui, il s'agit, Monsieur le Président, d'un amendement de cohérence avec le précédent demandant la suppression de cet article 24. La suppression de l'alinéa 7 ici proposée maintiendrait la compétence générale des départements. Donc c'est la raison d'être de cet amendement 900. Merci, Monsieur Favier. Un 99 qui n'est pas soutenu. Un 901, Monsieur Favier. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, avec cet amendement, nous revenons à une question générale, celle de la définition des compétences, qui en fait n'a jamais été réellement faite
et qui ne peut sans doute être précisé tant, on le sait, l'avis déborde de définitions souvent technocratiques qui semblent aujourd'hui à la mode pour toujours plus cadrer, on vient de le voir, encadrer l'action des collectivités territoriales dans leur ensemble et plus particulièrement celle des départements. Il en est ainsi de la compétence sociale des départements. Celle-ci est définie dans les textes, mais chacun sait que les départements, du fait de leurs compétences générales jusqu'à présent, ont pu et ont mis en place des actions sous-jacentes à côté, en plus, des compétences obligatoires. L'ensemble de ces actions sont cohérentes avec leurs compétences obligatoires. Elles les accompagnent bien souvent. Mais cette démarche, donc fondée sur une vision élargie de leurs obligations, sera rendue impossible du fait donc de la non-définition de ces actions dans le cadre de leurs compétences sociales obligatoires. Aussi, compte tenu des enjeux importants en ce domaine, essentiel à notre pacte social et républicain, nous vous proposons donc d'enrichir la définition actuelle de la compétence sociale obligatoire afin de permettre aux départements de poursuivre leur action multiforme qu'ils ont mis en place maintenant depuis plusieurs années. Certes, nous sommes évidemment conscients de la difficulté de l'exercice et même du piège qu'il peut cacher. En effet, en tentant de préciser toujours plus le contenu d'une compétence, on risque aussi de l'enfermer ou de l'encadrer. Mais nous ne sommes plus dans une situation qui permet aux départements de sortir des compétences donc définies par les textes. On le sait donc avec le débat que nous venons d'avoir qu'ils ne le pourront plus. Aussi, donc, en élargissant la définition des missions, nous permettons d'enrichir les possibilités d'intervention des départements au lieu de les restreindre toujours plus. Et donc, c'est l'objectif de cet amendement, comme d'autres qui vont suivre. Alors, 5 amendements identiques. Le 128 rectifié, Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Par cet amendement, nous souhaitons compléter l'article 24 après l'alinéa 8 en le complétant de cette manière. À ce titre, le département, il est notamment compétent pour mettre en œuvre directement ou indirectement toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l'objectif de permettre un égal accès du public aux équipements et services. Puisque, très clairement, si l'on veut que le département, en tout cas c'est le discours officiel, s'occupe des solidarités territoriales, il faut qu'il puisse le faire complètement. Merci, Monsieur le Président Mézard. Le 361, identique, Monsieur Doligé. On va avoir toute une série d'amendements identiques, donc ça devrait aller assez vite, puisqu'il y aura juste à s'exprimer au niveau du vote. Mais vous voyez bien que c'est par ces amendements identiques, lorsqu'on va les retrouver les uns après les autres, à chaque fois le RDSE, l'UMP, les socialistes, les non-inscrits, l'UDI, UC et parfois le CRC sont d'accord sur l'orientation de ces amendements. Et pourquoi ils sont identiques? Parce qu'on appartient tous, j'allais dire, aux mêmes structures représentatives des collectivités et qu'on a souhaité, au niveau de nos groupes, démontrer que nos groupes étaient favorables aux positions qui étaient prises par les représentants des départements. Merci, Monsieur le Président Doligé. Le 499 identique mais n'est pas soutenu. Le 561 non plus. Le 705 non plus. Le 902, Monsieur Favier. Madame Brigitte Gontier-Morin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En fait, je poursuis la discussion et les inquiétudes émises depuis ce matin sur l'éventuelle disparition des départements et sur nos débats qui ont dans ce cadre valorisé un chef de filat départemental déterminé dans le cadre de la loi MAPTAM. Il s'agit, chacun l'aura compris, de celui de la solidarité des territoires qui semble devenir une compétence départementale en tant que telle et non plus un simple chef de filat. Ainsi, au nom de cette nouvelle compétence, on nous a expliqué dans le cadre de nos débats sur la suppression de la clause générale que les départements pourraient toujours intervenir en soutien des projets communaux, même dans des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences reconnues. En fait,
Au fil d'un glissement sémantique, ce chef de fila, qui a pour fondement par définition l'organisation d'une compétence partagée, semble devenir une compétence obligatoire des départements. Seulement, dans l'état actuel du texte que l'on étudie, cette compétence élargie permet certes au département d'intervenir aux côtés des communes, mais ne lui permet pas de mener des actions qui lui seraient propres dans ce cadre. Or, nous avons vu à l'occasion de la défense de notre amendement sur l'action sociale que soit la compétence n'est pas vraiment définie et alors se met en place un flou juridique qui déstabilise l'action et la freine, soit sa définition est limitative et alors toutes les actions à sa périphérie sont interdites. Aussi, il nous semble que l'on doit avancer pour mieux définir les contours de cette compétence émergente des départements. C'est l'objectif de cet amendement et du suivant que nous repréciserons. Il s'agit pour nous de réaffirmer ici la vocation départementale d'être en charge des solidarités humaines, mais également d'être reconnue comme la collectivité de la solidarité territoriale en fixant de grandes orientations pour l'action, favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l'objectif de permettre un égal accès aux équipements et services publics. Cette définition est assez précise pour encadrer l'action, comme le veut la Constitution, tout en étant assez ouverte pour que la libre administration des départements soit respectée. Merci, Madame Gonthier-Maurin. Le 52 rectifié, Monsieur Kern. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement vise à prendre en compte les spécificités des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en attribuant la compétence promotion du droit local aux conseils généraux concernés. En effet, dans ces trois départements, le suivi et l'information des particuliers et des collectivités territoriales concernant le droit local sont aujourd'hui assurés au travers de l'Institut du droit local alsacien-mosellan, qui reçoit un soutien financier important des dix départements. La suppression de la clause de compétence générale a dès lors de graves conséquences financières sur cet institut, maillon essentiel de notre système juridico-administratif. Au regard des liens particuliers existants entre les conseils généraux et l'Institut du droit local, il apparaît pertinent et opportun de donner compétence aux départements en la matière. Kern. Le 67 rectifié n'est pas soutenu, tombe. Le 628 rectifié non plus. Le 362, il y a trois amendements identiques. Le 362, Monsieur le Président de l'IG. Oui, le 362 fait partie effectivement d'un certain nombre d'amendements identiques. Vous avez vu qu'on insère 13 alinéas nouveaux dans l'article 24 après l'alinéa 8, où l'on redonne un certain nombre de précisions pour les domaines d'intervention, puisque maintenant il n'y a plus la compétence générale, donc on précise les domaines d'intervention, donc l'aménagement du territoire, qui maintient le développement, l'accès aux services publics, l'aménagement numérique et le développement des usages. En matière de développement et d'équilibre du territoire départemental, le soutien aux communes et aux groupements dans le cadre de la politique contractuelle territoriale, dans la politique d'aménagement foncier, également en matière de développement local et social, donc l'aide en faveur du maintien et du développement du commerce de proximité, l'aide en faveur du tourisme de proximité, l'aide à l'installation et au maintien de professionnels de santé, enfin l'aide en faveur de la vie associative. Et effectivement, on rappelle un certain nombre de raisons pour lesquelles nous défendons cette position collective. C'est que dans le cadre du recentrage du département sur sa mission de solidarité territoriale que lui reconnaît la loi MATPAM et de sa qualité de chef de file dans ce domaine, alors que la clause de compétence générale va donc disparaître, cet amendement propose, comme le gouvernement l'a évoqué à de multiples reprises, de définir les grands domaines couverts par cette compétence. À cette fin, dans l'amendement, nous listons toute une série d'interventions dans des secteurs de l'aide aux communes, EPCI, de l'aménagement, etc. Je ne vais pas les reprendre. En cela, le présent amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif de clarification du rôle de chaque niveau de collectivité et donne corps au chef de fila qui a été reconnu au département par la loi. Nous sommes donc tout à fait dans le cadre des souhaits du gouvernement
et dans le cadre des souhaits de la commission des lois. Donc je ne vois pas comment, tout le monde soutenant cet amendement, on ne pourrait pas le voter. Merci, Monsieur Doligé. Le 562 n'est pas défendu. Le 903 qui est identique à celui de Monsieur Doligé, Madame Gontier-Morin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous souhaitons ici assez logiquement conforter la vocation des départements en charge de la solidarité en élargissant sa mission à celle entre les territoires. C'est finalement reconnaître, comme l'a fait la loi MAPTAM, une réalité de l'intervention départementale, venant très souvent en soutien des initiatives locales, mais aussi en favorisant l'intervention de sa propre action dans cette direction. Aussi, dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler un recadrage, entendez les guillemets, des missions du département, et alors que la clause de compétence générale serait supprimée, cet amendement propose de définir les grands domaines couverts par cette compétence de solidarité des territoires. À cette fin, il liste toute une série de domaines d'intervention possibles au nom de celle-ci. Ce faisant, chacun peut alors constater combien ces compétences sociales et territoriales s'entrecroisent et se nourrissent au fond l'une de l'autre. Ainsi, l'accès aux services publics s'oppose bien sûr en termes de solidarité avec l'ensemble de la population, mais aussi en termes d'aménagement du territoire et d'équipement. Il en est de même pour l'aménagement numérique qui permet au plus grand nombre, quelle que soit sa situation sociale, d'accéder aux services d'aujourd'hui et de demain. Cela est bien sûr encore plus clair quand il s'agit ici, avec cet amendement, d'aider à l'installation et au maintien des professionnels de santé, mais aussi en matière de commerce, de proximité, d'artisanat local. Certes, en codifiant, j'entends déjà les réactions, comme le fait cet amendement, ces capacités à agir des départements, nous prenons le risque de limiter son intervention future au seul domaine ici mentionné, mais nous élargissons ces mêmes interventions pour aujourd'hui. En effet, du fait de la perte par les départements de la compétence générale, leur capacité d'intervention sera réduite. Nous vous proposons alors de l'élargir avec cet amendement. Merci. Le 500, il tombe, n'est pas défendu. Le 733 non plus. 6 amendements identiques. Un 80 rectifié qui est présenté par Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'amendement que nous avons déposé, et qui a été aussi déposé par plusieurs de nos collègues, prévoit une extension du champ de l'assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur du bloc communal. Je rappelle, et nous le savons tous, que la loi de finances initiale pour 2014 a acté la suppression de l'assistance technique de l'État pour des raisons, nous a-t-on dit, de solidarité et d'aménagement du territoire. Donc la suppression de la TESAT est effective depuis le 1er janvier 2014 et il peut y avoir un maintien de cette assistance de l'État jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard. Mais nous le savons tous, il y a un vide. Alors, Monsieur le ministre, très franchement, nous a dit tout à l'heure qu'il fallait conforter les solidarités territoriales et l'ingénierie territoriale, capacité du département. Mais à ce moment-là, il faut que ça vise tous les secteurs intéressant les communes, cette assistance à l'ingénierie territoriale. Sinon, ça n'a guère de sens. Et nous avons, bien sûr, des inquiétudes légitimes, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, par exemple, pour la voirie départementale, il y aura les routes d'intérêt régional, région, ça veut dire que les départements excentrés, sous-représentés, ne verront plus un sou sur leur route d'intérêt régional, c'est une réalité, sauf si vous avez la puissance, Monsieur le Ministre, comme grand élu de Rhône-Alpes, d'influer un petit peu pour qu'on pense un peu à l'ouest de cette grande région. Mais vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Bon. Mais cette parenthèse étant ouverte et fermée, je serais heureux de savoir comment ça va fonctionner tout ça. Parce qu'il y aura donc des services qui seront compétents pour certaines routes, d'autres pour les petites routes, pas forcément les mêmes, et pas entre les mains
des mêmes exécutifs. Tout cela, une fois de plus, est complètement flou, voire contradictoire et incohérent. C'est parce que ça, c'est du concret. Et puis, dans l'explication de vote, j'en rajouterai une couche, Monsieur le Ministre, avec une question précise qui amènera sans aucun doute, comme d'habitude, une réponse précise de votre part. Merci, Monsieur Mézard. Monsieur Doligé, le 505, qui est identique au 80 rectifié que vient présenter Monsieur Mézard. Exactement les mêmes raisons. Ce sera défendu comme l'a fait Monsieur Mézard. Simplement, je me permets d'insister sur l'exemple des routes, parce que c'est quand même un sujet sur lequel on reviendra. Je rappelle que les routes, il y a des nationales, qu'il y a des routes nationales qui ont été transférées au département, mais que l'État considère comme d'intérêt national et regarde toujours ce qu'on fait sur les routes départementales d'intérêt national, ce qui permet d'avoir des chevauchements, des contrôles de l'État qui ne fait pas tout à fait confiance au département alors qu'il lui a transféré les routes. Je rappelle qu'on a des routes purement départementales, qui étaient les ex-routes départementales, et qu'on a des routes communales qui parfois sont prises en charge par les départements. Bon. Donc tout cela est bien sûr assez compliqué et on veut rajouter une couche puisque aujourd'hui les régions ne s'occupent pas du tout des routes. Et je vous ferai remarquer également que dans les contrats de plan État-région, si vous avez regardé avec un certain intérêt comment les débats sont en train de s'orienter, c'est que l'État avait demandé que dans les contrats de plan État-région, il soit mis des sommes d'environ 45% pour les routes au niveau des régions. Hein, et finalement, les régions ont refusé. Les régions ont refusé, elles acceptent 20% à peu près d'apport au niveau des nationales pour conforter les crédits de l'État. Ce qui veut bien dire que les régions ne s'intéressent pas aux routes, c'est clair. Que les régions n'ont pas du tout envie de s'intéresser aux routes et que ce donc les départements qui connaissent bien cette proximité et cette compétence qui sont responsables. Donc faisons très attention lorsque l'on va aborder ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, dans cet amendement, apporter un certain nombre de précisions et la raison pour laquelle, bien sûr, nous le soutenons complètement. Merci, Monsieur Doligé. Toujours sur les identiques, le 905, Monsieur Favier. Oui, cet amendement a déjà été présenté et bien défendu à la fois par mon collègue Doligé et notre collègue Mézard. Donc il est défendu. Merci, Monsieur Favier. Excusez-moi. Un 363 qui fait partie d'une série de 4 amendements identiques. Monsieur Doligé. Des amendements identiques, ça va être très rapide, hein, puisque l'objectif est de supprimer l'alinéa 9. Effectivement, si le projet de loi qui nous est proposé maintient la capacité du département à soutenir financièrement les communes dans leurs projets d'équipement, il semble que le soutien à l'exercice de leurs compétences ne soit plus explicitement permis, puisque le texte abroge les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui le prévoyait. Ce type de soutien faisant partie intégrante de la vocation de solidarité territoriale du département, il importe donc de maintenir cette disposition et pour la maintenir, il faut supprimer l'alinéa numéro 9 de l'article. Merci, Monsieur Doligé. Toujours dans les identiques, le 915, Monsieur Favier, tout en sachant que le 525 et le 564 ne sont pas défendus. 904, Monsieur Oui, Favier. c'est le même amendement et donc je ne répète pas ce que vient de dire votre collègue Doligé. Il y a besoin effectivement quand même d'une précision parce qu'aujourd'hui les choses ne sont pas claires. Il y a un vrai risque de ne plus pouvoir pour les départements financer directement les communes, de financer les EPCI mais plus les communes directement. Or, on sait quand même l'importance, au-delà effectivement de l'action qui est menée dans le cadre des EPCI, de pouvoir permettre pour les départements de continuer d'être aux côtés des communes dans toute une série d'actions quotidiennes. Merci, Monsieur Favier. Bien, Monsieur le rapporteur, sur cette longue série, oui, on commence par celui du gouvernement. Alors, l'amendement du gouvernement reprend le projet de loi, comme si la commission des lois n'avait rien fait. Maintenant, on a retravaillé, ce n'est pas en contradiction, mais notre texte nous paraît beaucoup mieux, donc on est défavorable. Non, mais on a l'impression, oui, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est quand même assez extraordinaire. Bon. Alors, le 900,
Eh ben, on revient, Monsieur Favier, on a déjà traité la question. C'est parce que ça revient à supprimer la clause, à rétablir la clause générale de compétence. Non, c'est bien fait, mais c'est toujours très bien fait. C'est que vous venez en tête et puis après vous revenez dessus. Mais ça ne peut être que défavorable, vous comprendrez. Ensuite, l'amendement 901, Monsieur le Président, c'est ça? C'est défavorable. Ah oui, parce que oui, en matière de solidarité sociale, je pense qu'il y a une certaine imprécision dans les termes utilisés, notamment les situations de fragilité. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop, parce qu'au risque d'oublier une partie. Donc nous on met solidarité sociale, c'est suffisant. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop cantonné, parce qu'autrement, d'ailleurs on verra d'autres amendements. Plus on précise les champs de compétences, plus on risque. Il faut faire attention. On peut l'évoquer, c'est très bien, mais on le verra, il ne faut pas trop préciser, parce que autrement ça vous enferme. Ceux qui veulent qu'il y ait vraiment une compétence spécifique du département dans un certain nombre de domaines, il ne faut surtout pas l'encadrer. Par exemple, il y a un amendement tout à l'heure, je vois que c'est dans le cadre de politique contractuelle, l'aide aux communes. Après tout, les départements, ils peuvent aider directement sans politique contractuelle, ils ne sont pas obligés. Si vous cantonnez à ça, vous risquez un jour, on vous dit « Ah ben non, s'il n'y a pas de contrat, vous ne pourrez plus agir ». Donc je vous rends attentif à cet aspect des choses. Le 128 ? Oui, la Commission est favorable, sous réserve de la rédaction suivante, le troisième alinéa. Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental pour permettre un égal accès aux équipements et services. Ça nous paraît que la formule est préférable à ce que vous avez indiqué. Et il en est de même pour l'amendement de M. Doligé. Voilà, c'est sous réserve de rectification, c'est un avis favorable. Je m'excuse, monsieur le rapporteur. Vous acceptez la rectification, monsieur Mézard, messieurs Mézard et Doligé? Oui? Bien, merci. C'est de la commission, Je ne suis pas tout seul, heureusement. Enfin, sauf aujourd'hui. Enfin, bon. Mais heureusement, j'ai un président bienveillant, en plus. Alors, le 902. Demande de retrait au profit des amendements 128, etc., des amendements précédents, puisqu'ils sont à peu près identiques. Non mais, je vous le dis, de toute façon, s'ils sont adoptés, ils tomberont. Votre amendement tombera. Mais il a le même objectif, mais c'est un peu dans une rédaction différente qui est certifiée par la Commission. L'amendement de 52 rectifié. Alors, Monsieur Kern, vous avez dû sans doute voir que c'est un autre endroit, c'est comme ça parce que c'est compliqué. La Commission a déposé un amendement, enfin j'ai déposé au nom de la Commission un amendement qui répond à votre préoccupation. Donc je vous demanderai à ce stade de retirer votre amendement, puis on le reverra le moment venu. Merci, Monsieur Kern. J'en profite pour le retirer tout de suite. Merci, Monsieur Kern. Monsieur le rapporteur. Alors, le présent amendement vise à préciser, ça c'est le 362, à préciser les domaines participant à la compétence de solidarité territoriale des départements. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif de la Commission des lois était de préciser les objectifs de la politique de solidarité territoriale, une énumération des domaines recouverts par cette compétence risque d'être limitatif et réducteur. Par ailleurs, il s'agit d'une compétence qu'on ne peut pas définir a priori tout le temps, et d'ailleurs vous avez bien entendu, certains départements agissent dans certains domaines, d'autres pas. Je crois qu'il faut laisser une souplesse. Cet amendement est intéressant parce que, et d'ailleurs il me donne étant moi-même conseiller général depuis quelques années, je m'aperçois que vous visez, certains départements font cette politique-là, pas d'autres. Où ils développent certaines politiques. Monsieur Favier nous disait qu'il y avait des crèches départementales dans son département.
Ça n'existe pas forcément dans le Loiret. Bon, donc, en l'état, la Commission n'a pas souhaité soutenir cet amendement. Et il en est de même de l'amendement 903 de M. Favier. Le 80 rectifié de M. Mézard. Oui, ça c'est une vraie question. C'est l'assistance technique départementale. Alors il y a tous les genres. Il y a toujours la peur de certains de dire l'agence technique départementale c'est une tutelle, ou ça sera une tutelle à terme. Mais néanmoins, l'assistance technique pour la voirie, l'aménagement et l'habitat, cet amendement reprend les dispositions de l'article 17 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires qui avait été déposé par le précédent gouvernement. La question de l'assistance technique en faveur du bloc communal est une question ancienne, mais qui a ressurgi avec acuité en raison de la disparition de l'ATESAT et demain de l'aide de l'assistance des services de l'État pour l'instruction des permis de construire. À partir du 1er juillet, c'est terminé. On nous a dit c'est fini. Bon. Donc, mais les auditions conduites sur le sujet montrent que selon les départements, les positions sur cette ingénierie sont différentes. Certains élus préfèrent recourir à une ingénierie intercommunale pour éviter tout risque de tutelle du Conseil général. Ce n'est pas du Conseil général, c'est de ses services. En fait, mais ça, d'autres au contraire préfèrent bénéficier d'une assistance du département. Donc la Commission a donné un avis de sagesse sur cet amendement, ainsi que M. Doligé, c'est la même chose, et M. Favier, c'est la même chose, donc avis de sagesse. Pour l'amendement 363, alors, vous souhaitez maintenir les dispositions de l'article L. 3233-1 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences. Ces dispositions sont reprises et précisées au sein de l'article L. 1111-10 du même Code. L'abrogation de l'article 3233-1 ne vise donc pas à supprimer la faculté d'aide des départements en faveur des communes, puisque cette faculté sera désormais prévue à l'article L. 1111-10. Donc, Monsieur Doligé, je crois que vous pourrez retirer votre amendement. Oui, il est satisfait. Oui. Et il en est de même pour l'amendement 904, identique, de Monsieur Favier. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, on commence par le 1250, qui a été repris par la Commission. Le 1250, Le 329 et le 446, oui, ça, oui. Monsieur le ministre. Alors sur l'investissement, évidemment, nous sommes tous d'accord pour que les départements puissent financer des opérations d'investissement, aussi bien communales qu'intercommunales, mais sur le fonctionnement, nous sommes défavorables à cette possibilité, donc nous émettons un avis défavorable à cet amendement de M. Hyest, qui reprenait le 329 de M. Pinta et le 446 de M. Requier. Ensuite, sur celui de M. Hyest, deux amendements de précision de M. Hyest, le 1066 et le 1067, nous sommes favorables. Sur le 900 de M. Favier, qui consiste à maintenir la clause de compétence générale, nous sommes évidemment défavorables. Sur le 128 de M. Mézard et le 361 de M. Doligé, nous considérons qu'ils sont satisfaits, non seulement par des dispositions actuelles du CGCT, mais aussi et surtout par le dispositif des articles 25 et 26 de notre projet de loi. Donc nous considérons que ces amendements étaient satisfaits. Il convient de les retirer. À défaut, nous émettrons un avis de sagesse. Sur le 902 de M. Favier, c'est la même chose. Il est satisfait
par le CGCT et par les articles 25 et 26, donc retrait ou sagesse. Sur le 52 de M. Kern, sur le droit local alsacien, il a été retiré, oui, d'accord. Sur le 362 et celui qui suit, 903 de M. Favier, le 362 de M. Doligé. Nous pensons que ces amendements donnent des compétences nouvelles aux départements qui peuvent empiéter sur des compétences d'autres niveaux de collectivité, qui pourraient tendre à créer une concurrence entre plusieurs chefs de file. Et puis surtout, comme l'a dit le rapporteur, une liste, par définition, elle est limitative. Donc, comme je ne pense pas que ni M. Doligé ni M. Favier ne veuillent restreindre, limiter, encadrer le rôle des départements, nous pensons que ces amendements doivent être retirés. Sur le 80 de M. Mézard, nous pensons qu'il est satisfait par le 779 du gouvernement. Donc nous lui demandons de le retirer. Idem pour le 905 de M. Favier. Et pour le 363 de M. Doligé et le 904 de M. Favier. Merci, Monsieur le Ministre. Bien. Sur le 779, y a-t-il des explications de vote? Monsieur Dantec. Oui, on a bien compris qu'à travers cet amendement, le gouvernement cherche à trouver un compromis ou une synthèse. Vous choisirez le mot que vous souhaitez. D'ailleurs, je pensais en fait qu'on aurait un avis favorable du rapporteur. Je voudrais dire que on a bien compris aujourd'hui la crainte d'un certain nombre de territoires d'être dans de grandes régions sans soutien, c'est clair. Et que donc le retour du département comme garant, pour reprendre le terme de M. Doligé tout à l'heure, serait la réponse à cette crainte. Je pense que c'est une fausse réponse et que cette réponse peut même être pire que le problème. C'est-à-dire que si l'on fait croire que des départements, notamment des départements ruraux, avec déjà assez peu de recettes fiscales, vont pouvoir venir finalement un peu seuls en soutien de communes ou de PCI en milieu rural, on se trompe. D'abord, ça revient à disculper par avance la région, qui dira mais le département peut s'occuper de vous, du coup ça n'est plus ma priorité. Ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense que l'intérêt, je l'ai déjà dit, mais l'intérêt de cette loi, c'était effectivement dans le cadre de grandes régions, de faire en sorte que les recettes fiscales des territoires les plus dynamiques, notamment des métropoles, bénéficient à l'ensemble des territoires de la région. Ça, c'est la raison pour laquelle le groupe écologiste, mais on est en désaccord là-dessus, sur la lecture, Monsieur Mézard, c'est la raison pour laquelle le groupe écologiste est en soutien à l'architecture globale du texte gouvernemental. J'ai même tendance des fois à penser qu'on est les seuls en soutien. Mais je trouve qu'il y avait là une logique. Cette logique, effectivement, ne passe pas ici, c'est la démocratie parlementaire, et que donc revient l'idée que c'est le département, finalement, qui va toujours être le protecteur des territoires en difficulté, et principalement des territoires ruraux. Je pense qu'on fait une erreur importante, que l'ensemble de cette proposition va amener certaines régions à dire aux communes, aux petites communes, voyez avec votre département, et que donc finalement ça affaiblit l'architecture globale. Qui plus est, tel que c'est écrit dans l'amendement du gouvernement, financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, soutien à l'exercice de leurs compétences. Avec ça, Monsieur Favier, on n'est plus très loin de la clause de compétence générale de manière secondaire. Parce que là, vraiment, ça veut dire que le département, il peut aider les communes et leurs groupements pratiquement sur tout. Donc, je pense qu'on conforte finalement un enchevêtrement dont on voulait sortir et qu'on ne fait pas œuvre de clarté, même si je comprends bien la volonté du gouvernement de trouver un compromis. Donc, le groupe écologiste s'abstiendra sur cet amendement en disant vraiment que je crois qu'il faut mettre
la pression sur les régions, leur dire qu'elles ont une nouvelle responsabilité, qu'elles sont finalement les vraies garantes de la solidarité territoriale, que derrière la conférence de l'action publique territoriale devrait être le lieu où les uns et les autres mettront cette pression aussi sur les régions. En plus, des conseillers. Moi, je suis assez surpris par finalement ce manque de confiance entre élus départementaux et élus régionaux, alors que les uns peuvent devenir les autres et réciproquement, comme s'il y avait un peu un plafond de verre entre les deux. En tout cas, donc, je pense qu'on ne... Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, je pense qu'effectivement, on ne gagne pas en clarté, même si on comprend bien la volonté de trouver un compromis. Donc, on s'abstiendra sur cet amendement. Monsieur Dantec, Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je voterai contre l'amendement du gouvernement, mais je vais dire pourquoi. D'abord, pour répondre à Monsieur Dantec, qu'est-ce que nous craignons dans ces grandes régions? C'est très évidemment que le poids politique et sociologique sera celui des zones très urbanisées, là où nous disons, nous, un peu de manière caricaturale, qu'il y a beaucoup de boboïsme. Et que c'est peut-être caricatural, mais nous le vivons déjà au quotidien. Et donc, et avec le scrutin qui n'a pas été changé, bien sûr que les régions seront aux mains beaucoup d'apparatchiks et non pas de représentants véritablement des territoires et des sensibilités politiques. Voilà quelle est la réalité. Et bien sûr, Monsieur Dantec, bien sûr, ce qui se passera, c'est que nos territoires ne pèseront rien dans ces grandes régions, et nous dire, ils feront, comme ils sont très généreux, qu'ils ont le sens de l'intérêt général, eh bien, ils utiliseront les richesses de ces territoires riches pour aller au secours de nos départements excentrés, c'est quand même une vaste faribole, et je regrette qu'elle ait été utilisée non seulement par votre parti, mais par le parti aujourd'hui dominant au gouvernement, parce que c'est ce que j'entends dans mon territoire, et là, c'est une imposture vis-à-vis de nos concitoyens. Alors, quant à l'objet de l'amendement du gouvernement, j'allais dire, mais ne le prenez pas mal, Monsieur le Ministre, qu'il est un peu coquin. Bon. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop pourquoi vous êtes opposé au texte de la Commission. Hein, on ne sait pas. Alors moi, on ne sait pas quand on lit le texte, mais quand on lit l'objet, on comprend un peu mieux. Hein, c'est que vous voulez limiter les choses au domaine expressément prévu par la loi et codifié notamment dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors... Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qui se passe dans les autres domaines. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous poser une question concrète. Je ne suis pas arrivé, je n'ai pas pu être là lundi, et nous avons échoué à faire voter un amendement sur lequel il y avait une sagesse positive de la Commission sur une question d'aéroport, sur un petit département comme le mien, puisque je souhaitais que le département puisse continuer à cofinancer, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que lui avec le bloc communal. Et malheureusement, le groupe socialiste s'y est opposé. Bon, il faudra me l'expliquer localement pourquoi. Mais là, concrètement, est-ce que, avec votre amendement, un conseil départemental pourra apporter une contribution à la gestion d'un aéroport local ? Je ne le crois pas, parce que le libellé de l'objet de votre amendement, qui revient au texte initial, me paraît extrêmement, je dirais, j'ai dit coquin, mais je maintiens. Parce qu'encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas du texte de la Commission. Merci, Monsieur Mézard. Je ne vois plus d'explications de vote. Je vais mettre, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas l'habitude de fuir les responsabilités ou les questions, comment dire, insidieuses, mais au bon sens du terme, hein, Monsieur le Président Mézard. Donc, l'idée du gouvernement, et vous voyez comme c'est difficile, de trouver un équilibre entre les écologistes qui pensent finalement qu'on pourrait se passer des départements et qu'il faudrait transférer toutes leurs compétences aux régions,
sauf pour l'action sociale qui pourrait être transférée au bloc communal, non? Et puis ceux qui craignent à tort que les départements ne puissent plus demain être en mesure d'aider les territoires, les communes et les intercommunalités. Je pense que la voie est étroite et que nous sommes en train d'essayer de la trouver entre le Sénat, la majorité sénatoriale, l'opposition, le travail considérable de la commission des lois et de son rapporteur, et modestement celui du gouvernement. Et nous avons encore 3 lectures, une à l'Assemblée, une autre ici, une autre à l'Assemblée, d'ici l'été. Moi, je suis confiant et optimiste de nature. Je pense que nous aurons trouvé un texte équilibré qui donnera satisfaction partiellement à tout le monde. On ne peut jamais donner satisfaction totalement à tout le monde. Sur la question que vous posez, moi, je pense que demain, les départements, dans le cadre de leurs compétences de solidarité territoriale, pourront continuer, s'ils le souhaitent, à aider une commune ou une communauté de communes ou d'agglomération à financer une opération de construction, de rénovation, d'aménagement d'un aéroport, par exemple, à maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale. Pour ce qui est du fonctionnement et de la gestion courante, non. Non. La commune, la communauté de communes, aidée par la région, qui a la compétence transport, qui vous dit que la région refusera ? Pourquoi penser à l'avance que la région Auvergne-Rhône-Alpes se désintéressera par avance et systématiquement de ce qui peut se passer dans le Cantal et à Aurillac en particulier? Moi, je ne le crois pas. Bien. Monsieur Doligé. Mais j'ai entendu dans l'explication de Monsieur le ministre, donc à chaque fois qu'on avance, vous avez entendu, on a encore le temps, on a 3 lectures d'ici l'été, vous avez dit. Et donc il y a 2 jours, on avait dit d'ici le printemps. Donc là, on est à l'été. Non, mais 3 lectures d'ici l'été. Donc ça veut dire, non mais si j'ai bien, vous avez dit ça, donc si j'ai bien compris, d'ici l'été, c'est le 21 juin, ou quelque chose comme ça, c'est la fête de la musique, en gros l'été. Donc finalement, je crois que les élections, je le redis, c'est le 22 mars et le 29 mars, donc on ne va pas être très fixé au moment des élections sur les compétences. Ensuite, l'exemple de l'aéroport dont parlait notre collègue Mézard est intéressant. Il montre bien la nécessité de la proximité. Parce que vous dites, mais les régions paieront. Moi, je voudrais simplement dire, en ce moment, pour revenir aux routes, nous, dans notre département, nous sommes majoritaires à droite, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça, et que donc, systématiquement, tout ce qu'on propose au niveau des routes est refusé par les amis de M. Dantec. C'est systématique, on ne veut pas de route. Bon, très bien, d'accord. Par contre, la région prendrait les routes, mais la région refuse de financer toutes les routes, parce que les amis écologiques et parce que l'on sait tous que les scrutins ne sont pas les mêmes dans les régions et dans les départements, et que le scrutin régional est un scrutin politique, et qui a été rappelé il y a quelques instants par M. Mézard, et que donc, pour des raisons politiques, il ne veut pas faire de route. Donc, quand il n'y aura plus la possibilité d'avoir de la proximité sur un certain nombre de sujets, comme les aéroports locaux ou comme les routes, eh bien, il n'y aura plus d'aéroports locaux et il n'y aura plus de travaux sur les routes. Et bien, voilà. Merci, Monsieur Doligé. Monsieur le ministre. Donc, je vote contre l'amendement. Oui, juste un mot par rapport à ce qu'a dit Monsieur Doligé sur la date de l'été, le printemps. Monsieur Doligé, sauf à ce que vous souhaitiez qu'on se limite à une seule lecture dans chaque chambre, ce qui n'est pas votre cas, il faudra bien une deuxième lecture après les élections de mars. Nous serons au printemps, il commence le 20 mars, je crois, ou le 21 mars. L'été commence le 21 juin. D'ici l'été, ou pendant l'été, je pense que le texte sera finalisé. Mais tout ça parce que nous souhaitons 2 lectures dans chaque chambre. Merci, Monsieur le ministre. Bien, je mets aux voix le 779. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors, le 329, transformé en 1250, je le mets aux voix. C'est l'amendement qui a été repris par la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 1066, avis favorable du gouvernement, c'est l'amendement de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 1067, même chose? Même vote? Même vote. Le 900, 2 avis défavorables. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 901. Même chose. Même vote. Le 128 rectifié bis et le 361 rectifié bis. Avis favorable de la Commission et sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Le 902 donc tombe. Le 362 qui a été présenté par M. Deligé, qui est l'identique du 903 de M. Favier. Deux avis défavorables. Un avis défavorable de la Commission et c'était une demande de retrait, je crois, du gouvernement. Alors le 362, M. Deligé, pour l'explication de vote. De retrait du président de la Commission. Hein. Effectivement, c'est parce que c'était toute une énumération d'un certain nombre de compétences pour les départements. Je rappelle que l'énumération n'était pas limitative puisqu'on avait mis notamment. Hein. Donc c'est un terme intéressant qu'on aime beaucoup ici. Donc notamment, ça permettait effectivement d'aller au-delà de la proposition, mais compte tenu de la prise en compte d'autres amendements qui permettent d'apporter des précisions qui nous intéressent, j'accepte de le retirer, sachant que j'ai bien compris, dans l'état d'esprit, que l'ensemble de l'énumération est une énumération qui est quand même reconnue comme étant une compétence des départements. Donc l'important, c'était de reconnaître cette compétence au département. Donc comme le rapporteur de la Commission hoche positivement de la tête, donc ça veut dire que l'amendement est implicitement reconnu, donc je peux le retirer. Monsieur Deligé, mais je rappelle que la demande de retrait était de la part du gouvernement. Voilà. Voilà. Le 903, est-ce qu'il est maintenu ou c'est une demande de retrait comme? Il est maintenu. Bien. Alors sur le 903, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors sur le 80 rectifié, Monsieur le ministre, Monsieur Mézard a dit qu'il était satisfait par le 779. Et il y avait un avis de sagesse de la Commission. Il est maintenu. Il est maintenu. Le gouvernement a dit qu'il était satisfait par le 779, qu'on a rejeté. Donc il n'est plus satisfait. Donc il n'est pas satisfait. Faut... C'est bien, monsieur le rapporteur. Ah oui, merci. Et donc il y avait une sagesse de la part de la Commission. Alors, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc le 505 également est satisfait, ainsi que le 905 qui avait été présenté par Monsieur Favier. Le 363, deux demandes de retrait. Président, enfin le rapporteur plus exactement, qu'il est satisfait. Hein. Donc à partir du moment où il est satisfait, j'accepte bien sûr de le retirer. Il est retiré. Merci Monsieur Deligé. Pour le 904, il est maintenu. Il est maintenu. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'article 24, donc je fais voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 24, deux amendements identiques. Le 365, Monsieur Deligé. Bien,
Le 365, effectivement, il y a des amendements identiques. L'objectif est donc d'insérer un article additionnel toujours après l'article 24, enfin on est après l'article 24, et donc d'insérer le terme jeunesse. En effet, le présent amendement vise à permettre une meilleure coordination des politiques locales en faveur de la jeunesse et de l'enfance, en attribuant au département la qualité de chef de file des politiques de la jeunesse. Ceci, compte tenu des compétences qu'il exerce déjà vis-à-vis de ce public. Je rappelle que l'on exerce dans les départements la compétence protection de l'enfance, prévention spécialisée, collège, PMI, etc. Donc, dans ce cadre, chaque département élaborerait une convention territoriale d'exercice concerté des politiques liées à la jeunesse qui serait débattue au sein de la CTAP. Je rappelle que dans d'autres domaines, il y a des chefs de fila qui ont été désignés qui correspondaient aux compétences des autres niveaux de collectivité. Donc il me paraît logique que ce sujet qui est d'une plus grande proximité avec les départements soit confié aux départements. Monsieur le Président Doligé, le 566 n'est pas soutenu. Monsieur le rapporteur, sur le 365. La jeunesse n'est pas en tant que telle une politique. Et en fait, vous voulez désigner le département comme chef de file des politiques de la jeunesse. Il n'y a pas en tant que telle une politique de la jeunesse qui recouvre un large champ d'action assumé par d'autres personnes publiques, dont l'État. Oui, de plus en plus accessoirement, mais enfin bon. Oui, d'accord. Il convient de préciser que les compétences pour lesquelles la loi désigne un chef de file sont des compétences dont la loi a défini les compétences de plusieurs échelons territoriaux. Ce n'est pas le cas pour les politiques de la jeunesse. D'ailleurs, on a rencontré ces problèmes en voulant clarifier les compétences. On s'est vite aperçu que les politiques de jeunesse, les politiques de sport, etc., c'est à tous les échelons. Et vouloir encadrer tout ça, c'est une illusion. Et pourquoi le département pour la jeunesse? Alors, il a des missions en matière de jeunesse. Par exemple, c'est la protection de l'enfance. Oui, attendez, d'accord, la jeunesse, mais ça va jusqu'à quel âge, la jeunesse? Au-delà de 18 ans. Mais ça commence à quel âge, la jeunesse? Avant, c'est l'enfance. Mais enfin, vous savez très bien que la Convention de New York sur les droits de l'enfant, ils vont jusqu'à la majorité. Alors, est-ce que c'est un enfant, quelqu'un de 17 ans et demi? Bon, enfin, tout ça, bon, je crois que... Non, mais on sait très bien. De toute façon, on a tous ces politiques-là. On a des politiques jusqu'à 11 ans, en général, c'est ça à peu près. Et puis ensuite, pour les ados, c'est 12, 10. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué que les politiques pour les enfants. C'est facile de faire des accueils de loisirs. Après, pour trouver des activités qui, sauf le scoutisme, mais je ne vais pas faire la promotion du scoutisme, mais qui est une chose merveilleuse, mais oui, c'est une chose merveilleuse. On pourrait réinventer ça, et pas forcément confessionnel, je le dis bien, puisque quand même les branches sont différentes. Je pense que on devrait aider le scoutisme à se développer, Monsieur le Ministre. C'est une suggestion que je fais. Non, c'est une suggestion que je fais dans le cadre du grand débat. Vous savez, du grand débat. Donc, oui, non mais, chers collègues, donc, je comprends bien votre intention, mais la Commission n'a pas adhéré à la définition telle que vous la voulez, de donner le caractère de chef de file pour la jeunesse. Voilà. Donc, je vous demanderai de retirer votre amendement. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Pour les raisons très bien exposées par Monsieur le rapporteur, nous sommes défavorables à cet amendement. Et je rappelle que la jeunesse n'est pas une politique particulière, elle relève de tous les niveaux de collectivité, à commencer par l'État, et que c'est d'ailleurs le fil directeur de l'action du Président de la République tout au long de son quinquennat. Monsieur le ministre, Monsieur Doligé. Que chacun a bien compris que le but de cet amendement, c'était de permettre à Monsieur le rapporteur d'évoquer le problème du scoutisme, puisque effectivement c'est un sujet, mais c'est un sujet qui peut être d'actualité et qui peut être effectivement intéressant, donc ça permet à chacun d'entre nous d'y réfléchir. Ceci étant, je crois que les arguments effectivement du rapporteur, je les ai entendus.
C'est vrai qu'il y a aussi des politiques pour la vieillesse, je ne sais plus si elle va s'appeler comme ça, mais pour les personnes âgées ou les personnes dépendantes, etc., ou les seniors, ou l'âge d'or, etc. Bon, enfin bref, là aussi c'est difficile de déterminer, mais je me permettais d'insister sur l'importance qu'apportent les départements, notamment à la jeunesse. Donc je retire cet amendement, Monsieur le ministre et Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président Doligé. Après l'article 24, 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur le Président Mézard pour le 135 rectifié. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement 135 qui sera suivi du 136, qui est un amendement de repli qui a reçu un avis favorable de la Commission. Donc le 135 vise à prendre en compte les différents rapports qui se sont succédés sur la question des schémas départementaux d'analyse et de couverture du risque, dits SDACR, qui ont mis en lumière certaines de leurs failles juridiques. Il vise notamment à préciser que ces schémas doivent comprendre une stratégie de mutualisation des équipements et de mise en place de plateformes communes d'appel, des orientations en termes d'acquisition de moyens et d'implantation des centres d'incendie et de secours, et une évaluation de la répartition des centres de secours. Les élus locaux que nous sommes, et c'est aussi un des avantages du cumul, savent que là, il y a véritablement des efforts de mutualisation et d'économie à réaliser, et pour que ce soit transformé en de véritables outils précieux sur lesquels, je cite, pourront s'appuyer les acteurs de la sécurité civile avant de prendre une décision d'investissement. C'est un excellent rapport d'information de notre collègue Delège. Ces schémas devront par ailleurs être révisés à l'issue d'une période de 5 ans, après qu'une évaluation ex post des orientations prises dans le schéma existant ait été réalisée. Comme l'a d'ailleurs souligné le rapport toujours de notre collègue Dominique Delège, consacré aux investissements de la sécurité civile, le CGCT ne fixe aucun délai pour la révision des SDACR. Pour autant, l'actualisation régulière de ce document paraît d'une évidente nécessité. Et le rapporteur spécial, au cours de sa mission de contrôle, avait été frappé de découvrir, de l'aveu même de ses interlocuteurs, des SDACR totalement obsolètes. Alors, quitte à élaborer des schémas, puisqu'on veut nous en faire de plus en plus, et malheureusement de plus en plus de prescriptifs, autant que les schémas existants soient efficients. Et ce délai avait été préconisé par aussi la Cour des comptes. Voilà l'objet de cet amendement numéro 135. Le 136, donc c'est le repli. Oui, alors en un mot sur le repli, qui a un avis favorable de la Commission. Nous pensons, comme je l'ai dit, qu'il était essentiel de préciser, au vu des enjeux que revêt la sécurité civile, que le SDACR soit révisé tous les 5 ans après qu'une évaluation ex post des orientations prises dans le schéma existant ait été réalisée. Et je reprends pour cela l'argumentation que j'ai soulevée dans le 135. Le 508. Merci. Pardon. Sur le 508, Monsieur le Président, mes chers collègues, là aussi, il s'agit par le 508 de prendre en compte, parce que nous faisons beaucoup de rapports dont on nous dit souvent, à commencer sur tous les bancs qui sont extrêmement intéressants, il serait utile que le législateur en tienne compte. Donc cet amendement vise à prendre en compte la préconisation du rapport de notre ancien collègue François Trucy pour la création d'un schéma d'analyse et de couverture des risques à l'échelle de la zone de défense, comportant un plan d'organisation du traitement des appels d'urgence, un plan d'implantation et de coordination des équipes spécialisées, un plan d'équipement nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, un plan des installations lourdes de formation des sapeurs-pompiers, élaboration à l'échelle de la zone de défense et de sécurité pertinente, parce que là, il y a un véritable besoin d'une approche large, sous l'autorité du préfet, par la concertation des SDIS. Et ce schéma prendrait en compte les différents schémas d'analyse et de couverture du risque adoptés sur le territoire des départements pour avoir une stratégie à l'échelle de la zone de défense
et de sécurité. Donc le rapport que j'ai rappelé estimait que la zone de défense et de sécurité pouvait constituer le périmètre pertinent. Voilà pour celui-ci. Et si je peux... Oui, Monsieur le Président Mézard. Je passe au 509, si je le trouve. En ce qui concerne le 509, oui, c'est la même chose, pour prendre en compte la préconisation du rapport d'information que j'ai cité. Merci, Monsieur le Président Mézard. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je remercie Monsieur Mézard d'avoir enrichi nos débats d'une question qui, je croyais, moi, mais je n'ai pas d'expérience, puisque j'ai été 23 ans président d'un SDIS, et j'ai vu 3 SDACRE successifs en parfaite harmonie avec le préfet. Nous, comme on a une augmentation forte de la population et des risques, Céveso et autres, puisqu'il y a des usines qui s'installent quand même, il y a encore des usines peut-être dangereuses, mais c'est comme ça. Donc on fait des SDACRE régulièrement. Ça se passe bien, plutôt bien. Bon. En fait, c'est le Conseil général. Enfin, c'est pas le Conseil général. C'est le SDIS. Enfin, qui le fait. Puis le préfet, il dit, eh ben, c'est très bien, puisque vous avez mis les moyens en plus. Donc moi, je suis heureux. Donc, est-ce qu'il faut réglementer à nouveau tout ça? C'est une vraie question. Mais ça ne doit pas être facile dans certains coins. Autrement, il n'y aurait pas eu de raison que nos collègues fassent des rapports. Mais quand on fait des rapports, il faut faire des propositions. Je signale d'ailleurs que vous avez dit, mais c'est une erreur, le rapport 33 de notre ancien collègue Dominique Delège. Je pense que vous avez corrigé, parce qu'il ne serait pas content que vous l'ayez déjà éliminé. Bon, par contre, alors donc nous ne sommes pas favorables au 135 rectifié, mais nous sommes favorables au 136. Le délai de révision des SDACRE, 5 ans, ça me paraît tout à fait nécessaire de le préciser. Je croyais, moi, vous voyez, il a fallu que je vérifie, je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était un délai, d'ailleurs, beaucoup de SDIS le font, tous les 5 ans, mais qu'on l'oblige pour ne pas oublier. Parce que le vieillissement de schéma, c'est comme les plans de secours, Monsieur le Ministre. Quand les plans de secours ne sont pas remis en permanence à jour, on sait très bien que le jour où on en a besoin, ça ne fonctionne pas. Les plans hors sec, par exemple, c'est un outil extrêmement intéressant, mais si vous ne les mettez pas à jour en permanence, le jour où vous en avez besoin, vous ne savez plus si les moyens des entreprises de travaux publics existent toujours, si les moyens de ceci, etc. Donc c'est un travail permanent. Et donc je crois que le délai de 5 ans, c'est important. Alors, la zone de défense et de sécurité. On va se demander d'ailleurs, avec les nouvelles grandes régions, est-ce qu'il y aura coordination? Ça, c'est un vrai problème. La redéfinition, parce que ça ne se recouvre pas, les zones de défense et de sécurité, parce que, et je rappelle que c'est le préfet, il y a souvent un préfet d'ailleurs dédié à ces missions. C'est moins un schéma qu'une coordination des moyens existants. C'est pour ça que, en plus, Monsieur le Président Mézard, même si nos collègues ont souligné qu'il y avait un manque évident de coordination au niveau, ou plutôt la faiblesse des moyens à la disposition des préfets de défense, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça, pour élaborer leur projet. Néanmoins, moi, je ne souhaite pas qu'on aille jusqu'à un schéma de zone de défense, parce qu'on y arrivera difficilement. Par contre, c'est la responsabilité de l'État de veiller à ce que les moyens soient coordonnés. Pas seulement les moyens des SDIS, les moyens de tous les services publics qui concourent à la protection des populations en cas de crise, en cas de catastrophe naturelle, etc.
Voilà pour ces débats dans l'hémicycle sur le projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République qui répartit les compétences entre les différentes collectivités. Vous l'avez entendu, les sénateurs s'attaquaient aux compétences du département et plus précisément à la suppression de la clause de compétence générale. Un débat parfois houleux, d'autant que les sénateurs ont une contrainte majeure de temps. Ils doivent avoir examiné tous les amendements avant mardi prochain, date du vote solennel du texte. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.